Très intéressant. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi, là, comme Alexandre l'a dit un petit peu tantôt, là, je pense qu'il vise un peu une présentation interactive, là, fait que gênez-vous pas là, si jamais vous avez des questions. Fait que je te laisse aller, Alex. OK. Bon, fait que c'est l'introduction. Ben, je me présente un petit peu parce qu'il y en a probablement qui ne me connaissent pas. Fait que moi, j'ai fait un bac en physique à Sherbrooke. D'abord, je voulais juste vérifier avec tout le monde si c'est correct si je présente en français. Est-ce que tu avais eu retour là-dessus, William? Non, OK. pas de mon côté, mais tu Bon. sais, si les gens ont des questions, Fait que la présentation, j'ai mis les slides en anglais pour aider ceux qui parlent moins bien français à comprendre. Je vais parler en français, mais n'hésitez pas à poser vos questions en anglais au besoin. Puis dans ce cas-là, je vous répondrai en anglais, tu sais. Mais sinon, je vais donner le reste de la présentation en français. Donc, c'est ça, j'ai fait le bac à Sherbrooke, puis la maîtrise à Québec en optique et en biophotonique. J'ai travaillé 2 ans comme technicien en physique dans les labos d'enseignement, puis 8 ans en biologie de la reproduction. Puis depuis 2021, là, je suis à la plateforme de microscopie de l'IBIS comme responsable de plateforme. Fait que ce que vous voyez, voyez-vous mon curseur, oui? Parce que oui, hein? Fait que ce que ouais. vous voyez à droite ici, c'est ce que j'ai fait en physique. Là, on prenait des cellules de E. coli individuelles, puis on appliquait un voltage électrique à l'intérieur du cytoplasme d'une seule E. coli pour faire tourner artificiellement les flagelles, puis les contrôler avec un ampli électrique. Cette image-là en bas ici, c'est ce que j'ai fait dans les labos de physique. Là, ça, c'est un microscope confocal, mais c'est l'intérieur d'un microscope confocal démonté. Les étudiants au bac puis à maîtrise là-bas pouvaient se pratiquer à en construire, puis ça faisait partie de leur cheminement. Ça, c'est un embryon que j'avais pris dans l'équipe de Claude Robert à l'époque que je travaillais pour eux. Puis cette image-là ici, c'est notre nouveau microscope TEM. C'est un microscope électronique à transmission de 200 kilovolts qui est capable de faire de la résolution atomique là, pratiquement en sciences des matériaux. Fait que ce que j'aime faire dans la vie, c'est évidemment la microscopie, du TEM, du SEM en microscopie électronique, mais aussi la fluorescence encore. On fait encore pas mal de confocales, de l'analyse d'images, puis j'aime bien coder quand j'ai un peu de temps. Fait que ça, c'est les microscopes qu'on a disponibles à l'IBIS. Fait que si jamais vous êtes dans le coin, vous pouvez venir nous voir au pavillon marchand. On a un Leica SP8 là, qui est un super bon microscope confocal. On a 2 Axio Observer qui servent soit à faire de la fluo classique ou de l'apotome. Puis ça, c'est nos 2 microscopes électroniques. C'est un microscope à balayage, puis ça, c'est le microscope à transmission. Dans les prochaines semaines, on devrait recevoir le Steadicam, qui est un microscope confocal à super résolution, qui devrait pouvoir descendre autour de environ 30 nanomètres contrairement à des microscopes confocales standards là, qui sont plus autour de 150-200 nanomètres. Fait que là, on devrait pouvoir voir des virus ou quelques petits points, là, peut-être quelques agglomérats de virus, mais en optique, en live avec ça. Des exemples de ce qu'on fait en microscopie électronique, fait que ça, c'est des images en balayage, des grains de pollen, des bactéries à capsules. Ça, c'est de la peau reconstruite par une équipe au LOEX. Ça, c'est une amibe là, avec toutes sortes d'organelles dans le fond de l'amibe. Ça ici, c'est des patrons de diffraction. C'est utilisé en sciences des matériaux pour observer, dans le fond, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ça, d'un métaux. Là. Ça, c'est de l'aluminium. Si on a des fibres, une cornée aussi en culture. Ça ici, c'est de l'électrospinning. C'est des nouveaux matériaux isolants. Puis ici, c'est un bactériophage. C'est un type de virus qui s'attaque aux bactéries puis qui injecte son ADN. Euh, Ici, ben, on a un petit peu des exemples de ce qu'on peut faire en histologie ou en fluo confocal.
Tu sais, j'ai des branches de pin pour les gens en foresterie. Ça, c'est des branchies qu'on fait avec des gens qui nous apportent des poissons. Je pense que ça vient de l'INRS. Ça, c'est des levures ici. Ça, c'est du foie humain avec des collaborateurs au CHUL. Ici, on a, je pense, un vaisseau sanguin dans des testicules. Ça, c'est des cyanobactéries qui viennent du Grand Nord canadien, qui font de l'autofluorescence. Là, ces deux-là, c'est la même image. Ici, on a des racines de plantes qui sont à l'envirotron, puis ça, ici, c'est encore des bactéries. Fait que Image G maintenant, je ne sais pas si les gens réalisent, mais Image G, c'est extrêmement vieux. Ça doit dater de. Je vais essayer de juste fermer mon truc de présentation. Bon, voilà. C'est ça, dans le fond, le développeur qui est Wayne Rasbin a eu son poste puis a commencé à travailler sur l'ancêtre de Imager qui s'appelait NIH Image en 1970. Fait que ça fait assez longtemps. Ils ont sorti la première version de NIH Image au milieu des années 80. Puis en 97, Imager a été réécrit à partir de NIH Image dans l'objectif, dans le fond, de rendre cross-platform, c'est-à-dire que ça ne soit pas juste sur Mac, parce qu'à l'époque, c'était juste sur Mac. Puis depuis 2009, il y a Fiji qui est comme une nouvelle version, si on veut, ils appellent ça une distribution de Imager, dans lequel ben, il y a une centaine de plugins qui ont été sélectionnés pour vous pour avoir des fonctionnalités un petit peu plus avancées. Puis depuis 2014, il y a Image G2 qui a repris beaucoup des fonctionnalités de Fiji, puis qui vient avec Fiji, là, qui est une réécriture complète. Là. Image G2, ça utilise Sci-Fi.io, qui est un le nombre de dimensions à l'infini avec Image G2. Fait que voilà. N'hésitez pas à m'arrêter. Là, je vous vois pas parce que j'ai fermé votre petite fenêtre, là, mais tu sais, vous pouvez ouvrir votre micro puis m'arrêter au milieu. On souhaite que ça soit le plus interactif possible. Euh, je sais pas. Voyez-vous le petit carré qui est écrit là ou De quel petit carré tu veux dire? OK, ben c'est parfait parce que moi j'ai comme un genre de petite notification au milieu Ah non, on ne voit pas. que je suppose que vous ne voyez pas. Non. Et bon, je vais. Oups. OK, t'as peu. Ouais, OK, voilà. Euh, Fait que, aujourd'hui, Imagé s'est rendu beaucoup plus loin que NIH Image, qui avait seulement quelques scientifiques qui l'avaient téléchargé. Pour avoir une idée, là, Imagé a été cité selon Google Scholar en date d'aujourd'hui 61 000 fois, Fiji 59 000 fois. Les logiciels sont téléchargés environ 30 000 fois par mois. Et puis, les forums sont consultés près de 400 000 fois par mois. Donc, ça reste quelque chose d'assez incontournable dans le monde de l'analyse d'images scientifiques. Là, on se compare aux logiciels propriétaires, ça n'a aucune commune mesure. Depuis plusieurs années, là, il y a une trentaine de projets indépendants que vous pouvez aller voir sur le site, qui sont des réécritures d'imager des fois, mais qui utilisent le cœur d'imager, mais avec une interface différente, ou des fois qui sont utilisés à l'intérieur de d'autres librairies d'imagerie, par exemple, puis qui sont utilisés dans MATLAB, dans Python ou dans d'autres choses. Il y a une trentaine de projets indépendants qui roulent. La carte ici, là, ça vous donne une idée d'où les gens à travers le monde téléchargent ou utilisent le logiciel. Fait que je vous parle un petit peu des images maintenant. Une image, c'est quoi? Tu sais, je sais qu'il y en a bon, qui vont trouver que c'est évident, mais pour d'autres personnes, ça va peut-être être une surprise. Une image, dans le fond, c'est un tableau Excel. OK? Fait que là, j'ai loadé le logo de la plateforme d'imagerie de l'IBIS dans un fichier texte que j'ai ouvert dans Excel. Puis vous pouvez voir les valeurs ici. Fait que c'est un logo en noir et blanc.
Puis j'ai juste appliqué une coloration conditionnelle dans Excel pour que les petites valeurs soient près de zéro, puis que les grosses valeurs soient rouges, puis les grosses valeurs soient vertes ici. Fait que, on peut voir vraiment les valeurs de chaque pixel. Puis une image couleur, c'est quoi? C'est pour chaque pixel, on a trois valeurs, hein. Une rouge, une verte, une bleue, qui va correspondre, dans le fond, à la couleur quand on va fusionner ça. Fait que si vous plissez des yeux ou vous reculez un peu, bien, vous pouvez voir que ces trois lignes-là, rouge, vert, bleu, de loin, finalement, on voit que c'est plutôt jaune, alors que cette partie-là est plutôt rouge. Euh, Fait que quelques recommandations dans le fond, comment utiliser, comment prendre vos images d'abord avant d'entrer dans Imager pour les analyser. Euh, Quand c'est possible, utilisez toujours des fichiers de 16 bits ou plus. Par défaut, certains microscopes vont vous donner des images de 8 bits. La 8 bits, on a seulement 255 tons de gris, alors que 16 bits, on a 65 535 tons. Euh, Pourquoi c'est important ça? C'est que si, par exemple, vous réajustez vos contrastes par la suite, quelque chose qui avait un faible contraste, vous voulez étirer ce contraste-là pour le rendre plus brillant, puis par exemple saturer une partie de l'image qui ne vous intéresse pas, ben là, vous allez vous ramasser avec beaucoup moins que 255 tons de gris. Et puis là, votre image va être très bruyante. Donc, c'est important de respecter ça. Sauvez vos images en TIFF multicanaux, pas en RGB. Souvent, je reçois des images confocales, quelqu'un qui veut que je l'aide à traiter son image, puis un CV en RGB. Des fois, la barre d'échelle est fixe dans les pixels, puis on ne peut plus la retravailler par après. Fait que gardez vos images brutes telles qu'elles sont. Si c'est sur Zeiss, ça va être des CZI. Sur les cas, là, vous allez avoir des livres. Gardez vos images brutes. Quand vous les traitez sur Imagery, travaillez sur des TIFF multicanaux. Puis ensuite, ben, vous pourrez terminer avec une image RGB que vous allez garder comme image de présentation, qui pourrait être 8 bits, qui pourrait être RGB, mais ça, ce n'est pas les images qu'on prend pour analyser. C'est les images qu'on présente à notre chercheur quand on a fini ou quand on veut faire une présentation PowerPoint. Évidemment, ça va de soi. N'utilisez pas de compression. Évitez la saturation autant que possible dans Imager. Je vais vous le montrer tantôt. Il y a des façons d'aller voir quels pixels sont saturés. Si vous saturez des pixels, ben, soyez conscient que ces pixels-là sont plus utilisables par après. Vous pouvez les présenter comme ça, mais il faut garder en tête qu'on ne peut plus analyser leur intensité. Assurez-vous d'avoir la bonne résolution. Ça ne sert à rien d'avoir 40 fois trop de pixels non plus, puis c'est vraiment mauvais de ne pas en avoir assez. Fait que d'avoir la résolution adéquate, c'est ça qui est le best. L'idée, c'est de regarder c'est quelle couleur vous utilisez, la couleur la plus petite. Fait que souvent, mettons un bleu ou un vert autour de 400 nanomètres ou 500 nanomètres, divisé par deux fois le NA. Le NA, c'est votre ouverture numérique sur votre objectif. Fait qu'on on va terminer normalement avec une taille de résolution autour de 175-200 nanos. Puis vous voulez pouvoir rentrer 2,3 pixels dans ce nombre-là. Donc, ça vous donne la taille de vos pixels, puis par conséquent, vous êtes capable de calculer combien de pixels vous avez besoin dans votre image pour avoir une résolution optimale. Il y a des logiciels comme Zen, de Zeiss, ils ont tous un bouton là, Optimal pour calculer ça pour vous. Même chose pour les logiciels de Leica. On peut aller un petit peu au-dessus de ça si vous voulez retravailler votre image par après, faire de des convolutions ou des techniques plus avancées, mais ça ne sert à rien d'avoir 10 ou 20 fois plus de pixels que ça. Vous allez avoir des fichiers trop lourds pour rien. Faites attention au ratio signal sur bruit. Excuse-moi, Alex, Oui, j'ai une petite question. Je remarque oui, souvent quand que j'ouvre des documents sur des fichiers CZI oui. que ça me demande justement quelle sorte de résolution que je veux, puis ça m'offre des fois 5 choix, 8 choix, 12 choix. Ouais, comme, C'est euh, comme nombre de pixels fixes, là, par exemple, 1024 ça, par 1024 ou quelque chose comme ça. justement. Puis tu sais, je choisis toujours le 1 parce que je me dis, ben, plus de résolution, mieux que c'est. Mais
Là, tu es en train de me faire réaliser que peut-être que je surcharge mon GPU pour absolument aucune raison. C'est-tu ça que tu veux dire d'ouvrir à bonne résolution en fonction de comment l'image a été prise ou... Non, c'est vraiment de prendre votre image à la bonne résolution quand vous faites l'acquisition. OK, OK, ça c'est... Après ça, de l'ouvrir avec moins de pixels, par exemple, pour le visualiser, c'est une question d'optimiser, dans le fond, comment votre ordinateur fonctionne. Fait que là, dans ce cas-là, c'est que Zen peut, par exemple, skipper certains pixels, puis juste ouvrir une partie de l'image pour aller plus vite. OK, je comprends absolument ce que tu veux dire. C'est bon, ça c'est pour l'acquisition. OK, OK. C'est ça. Mais pour l'acquisition, c'est important de respecter, dans le fond, le critère de Nyquist qui veut que tu aies autour de 2,3 pixels par unité minimale de résolution, là, qui est le lambda sur 2 Na. Là. C'est OK. ça qu'on cherche à respecter d'habitude. Puis on peut aller un petit peu au-dessus de ça. Mais tu sais, par exemple, là, si vous faites du 100x puis que tu sais, vous regardez quelque chose de très petit, ben, la plupart du temps, ça ne servira à rien de faire des images de plus que 2000 pixels par 2000 pixels. Là. Fait que certains microscopes, entre autres le Leica SP8 qu'on a, nous permettraient de mettre des images de 10 000 par 10 000, par exemple. Mais ça n'a pas d'utilité. Tu sais, on ne va pas gagner d'informations supplémentaires. OK. Merci. Fait que c'est ça. Fait que sinon, j'étais rendu ici, dans le fond, garder en tête le ratio signal sur bruit. Ça, c'est quand, par exemple, vous faites un immuno ou quelque chose où il n'y a pas beaucoup de signal. Euh, L'idée, c'est d'être capable de diminuer le plus possible le bruit que votre échantillon vous le permet. Fait que si votre spécimen est vivant ou vos fluorophores font du photo-bleaching, des fois, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de scanner rapidement. Mais dans les cas où on n'a pas trop de photo-bleaching, où c'est un échantillon fixé, puis qu'on peut prendre notre temps, bien là, c'est bon de faire un peu du averaging, puis de réduire la vitesse de scan pour être capable d'avoir pas trop de bruit dans notre image. Ça va vous simplifier la vie quand vous allez faire votre analyse après. Comme les images sont moins bruyantes, il n'y a pas de petits points qui vont faire du contraste aléatoire. Par exemple, pour aller faire de la segmentation de cellules, pour calculer des intensités, des choses comme ça, là, pour sortir du data à partir de votre image. Moins qu'il y a de bruit, le mieux que c'est, ça c'est certain. Ici, je montre un petit peu le pourquoi le 2,3 pixels. Tu sais, si ça ici, c'est des cycles. Fait que si vous avez, par exemple, quelque chose de très contrasté, par exemple, deux lignes très très proches, comme disons deux filaments d'actine collés un sur l'autre, on va ici montrer tu sais, deux courbes qui représentent les deux filaments d'actine. Évidemment, si vous avez juste un pixel par filament d'actine, on ne pourra pas voir la différence. Si vous avez autour de 3 pixels, ben, vous allez voir le minimum, le maximum, puis le minimum. Donc, vous allez être capable de distinguer que c'est deux filaments et pas un. D'où le théorème là, qui dit 2,3, là, c'est le minimum ici. Tu sais. Puis on voit si on en met plus de pixels, comment on va être capable de bien segmenter nos deux. Mais ici, tu vois, entre 24 et 36, il n'y a plus une très grosse différence là, pour séparer les deux images. Dernière petite chose que je veux dire par rapport à l'enregistrement de vos images, ça, je l'ai tellement vu souvent dans ma carrière quand j'étais pour les chercheurs en reproduction, mais aussi ici à l'IBIS, c'est un peu la même chose. Les gens vont nommer leurs images test 1, 2, 3, 4. Puis là, c'est sauvegardé comme ça, puis on n'a plus jamais de traces de qu'est-ce que c'était. Puis là, votre chercheur revient 2 ans plus tard, puis il dit hey, tu te rappelles ces images-là que tu avais faites, là, finalement, il faut les publier, là, je les veux absolument. Fait que là ça, c'est classique là, d'avoir ces problèmes-là. Donc, l'important, c'est dans le fond, je vous suggère ici d'avoir une convention de nommage de vos fichiers, puis une arborescence standard. C'est pas obligé d'être celui-là, c'est un exemple que je vous donne, mais c'est un exemple que moi j'ai développé puis qui marche très bien, qui est pas complexe puis qui est pas trop dans nos jambes. On nomme avec année, mois, jour. Puis pourquoi je fais ça au départ sur mon fichier, c'est que on va backuper nos données, on va les envoyer des fois sur tape, des fois sur un serveur de backup ou ailleurs. Et puis, la date va changer. Fait que vous ne pouvez pas vous fier sur la date de création du dossier comme étant une vraie bonne date.
Des fois, en passant de Mac à PC à Linux, la date va se perdre. Donc, on l'écrit dans le nom. Puis ensuite, ben, je mets un espace, puis là, j'explique un peu qu'est-ce que c'est l'expérience. Tu sais, on a analysé des ovules avec de la phalloïdine, on regardait les projections transzonales. Bon, ben, on l'écrit ici. Ensuite, dans le fichier, je vais mettre un fichier texte dans lequel j'explique qu'est-ce qu'il y a dans mon expérience de la journée. Fait que là, je vais dire, ben, regarde, j'ai des dossiers que j'ai appelés WT puis mut. Mais le WT, c'est une souris wild type. Un mutant, c'est mon mutant XYZ. Mon espèce, c'est ça ici. Les canaux que j'ai utilisés, parce qu'on ne sait jamais si on ouvre, par exemple, nos images dans Imagery, puis qu'on les a enregistrées sur Zeiss. Zeiss va te dire, ben oui, tu avais du DAPI, tu as pris ça comme ça. Un coup sur Imagery, ça se peut dans certains fabricants. On va juste avoir channel 1, 2, 3, puis on n'aura pas l'information sur qu'est-ce qu'il y avait dans notre canal. Fait qu'un petit fichier texte qui nous dit ben, c'est du DAPI ou c'est de la phalloïdine ou ben, c'est un anticorps, c'est un Alexa. Puis mon primaire, c'était ça. Tu sais. Puis mon immuno a été fait de telle façon, X, Y, Z. Fait qu'on se laisse une petite trace minimaliste en plus de notre cahier de lab parce que la personne qui va aller réanalyser vos images dans 2, 3 ans, ça ne veut pas dire qu'elle va avoir votre cahier de lab sous la main. Fait que d'avoir un fichier texte dans le folder, là, c'est très utile. Ensuite, on fait 2 dossiers, un qui s'appelle Analyze, puis un qui s'appelle RAW. RAW, c'est vraiment vos données brutes. C'est là qu'on va enregistrer. Tandis que dans Analyze, on va se faire des copies de nos images. Puis si on a à les modifier, ben, elles vont être dans ce dossier-là. Puis là, ben, dans notre dossier RAW, ben, là, on va mettre les différentes expériences avec les différentes slides. C'est pareil comme suit. Fait que vous n'êtes pas obligé de respecter ça exactement, mais ça va vous servir d'avoir une convention comme ça là, ou quelque chose d'équivalent. Bon, je vous parle un petit peu de la profondeur de couleur, là. Tantôt, je parlais du nombre de bits, là, juste pour le visualiser. Tu sais, si on a 2 bits, là, ça veut dire qu'on va avoir 4 possibilités de couleurs. Puis tu sais, ici, ben là, dans le fond, c'est 2 à la 4, 2 à la 6, 2 à la 7, 2 à la 8, 2 à la 10. Ressemble à ça, là, qui transporte pas l'information requise. Euh, je parle un petit peu des histogrammes aussi. On va les montrer tantôt là, directement dans le logiciel. On cherche à avoir un histogramme qui a l'air de ça dans Imagery, OK? Fait qui remplit toutes nos valeurs de couleur. Là, ici, on est en 8 bits, fait que c'est 0 à 255. C'est normal qu'à la fin, il y ait un pic un peu plus élevé. Dans ce cas-ci, c'est du champ clair, tu sais, c'est une lame d'histologie. Fait qu'il y a beaucoup de pixels qui sont blancs. C'est des pixels qui ne sont pas utilisés. Si on fait de la fluo, ben, on va avoir un pic plutôt à gauche. On va avoir beaucoup de pixels qui sont noirs. Puis entre les deux, ben, on essaie d'égaliser, là, d'avoir des valeurs un peu partout. Par exemple, si on a un contraste trop faible, une image grise dans ce genre-là, ça veut dire qu'on utilise seulement le centre de notre histogramme, c'est pas correct. Fait qu'on veut pouvoir corriger ce contraste-là. Même chose si on a un trop fort contraste, ben là, on a des valeurs qui valent 0 ou 255, puis entre les deux, ben, on n'a pas toutes les valeurs qui sont remplies. Fait que là, ça donne une image que ce type-là qui n'est pas intéressant. Euh, Quand vous faites des mesures sur Imagery, c'est tout le temps une bonne idée de se dire avant de commencer, même avant de commencer d'enregistrer nos images au microscope, d'avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'on veut mesurer. Tu sais, mettons, je fais un immuno ou par exemple, j'ai une souris mutante, puis elle va exprimer une protéine fluorescente. Puis là, je vais dire, ben, OK, j'ai-tu plus de protéines? OK, mais c'est quoi ça, avoir plus de protéines? Est-ce que c'est d'avoir pour une même zone une protéine plus brillante ou c'est d'avoir une plus grosse zone où j'ai des protéines brillantes ou c'est d'avoir une concentration de protéines plus importante? Fait que, tu sais, ce petit tableau-là ici, là, ce que ça vous montre, dans le fond, c'est toutes des mesures qui sont égales, mais qui visuellement vont être très différentes. OK? Fait que, par exemple, si j'ai des protéines puis je m'intéresse à la zone, au area, euh,
disons, d'une cellule ou d'un agrégat de protéines ou quelque chose comme ça, on va avoir ces deux images-là, si je mesure la surface, vont être équivalentes. Mais pourtant, elles sont différentes. Si je mesure l'intensité moyenne, ben, d'avoir un petit blob comme ça ou un gros, j'ai la même moyenne encore. Alors que là, je n'ai pas la même quantité de protéines, elle est plus étalée ici. Puis si, par exemple, si je fais l'Integrated Density, qui est une autre mesure, ça, c'est la somme de tous mes pixels. C'est comme la somme des deux méthodes, le area et l'intensity. Ce que je vais avoir, ça ici, ça va être équivalent. Fait qu'un petit point concentré versus un gros point plus diffus vont donner la même mesure. Fait que c'est important d'avoir en tête quel message on veut communiquer à notre auditoire quand on va écrire un papier, qu'est-ce qu'on cherche à faire vraiment, puis de choisir la bonne mesure qui est appropriée dans ces cas-là. Même chose pour quand on mesure des choses de façon purement, disons, morphologique ou topologique. Disons qu'on veut compter le nombre de noyaux, compter le nombre de cellules, puis on va dire, bon, ben, combien j'ai de cellules par, je sais pas moi, par carré de 100 microns par 100 microns. Ben là, si on compte, c'est important d'avoir une méthode qu'on va dire stéréologique. OK? C'est une façon systématique de compter. Je vous ai mis en lien ici un papier qui l'explique. Euh, Typiquement, il y a des plugins pour ça dans Imager. On va se mettre deux lignes ou disons deux branches en L si on veut faire un carré, là. Mais si on veut le faire plus simplement, là, disons comme ça, deux lignes. Et puis on va compter dans le fond le nombre de cellules qui dépassent la ligne rouge jusqu'à la ligne verte. Et à la ligne verte, toutes les cellules qui touchent à la ligne verte sont comptées. Fait que c'est une façon objective de rejeter dans le bas toutes ces cellules-là et de conserver dans le haut toutes ces cellules-là. Puis c'est une façon qu'on peut dire, ben, de là à là, ces deux phénomènes-là s'annulent si on a suffisamment de cellules. Donc, on a une mesure qui est objective dans ce cas-là. Pour compter ou pour mesurer des tailles ou toutes sortes d'autres phénomènes, si on veut rejeter certaines cellules qui sont sur le bord, ben, c'est ce qu'on fait. Bon, je vous ai mis un paquet de ressources, je ne passerai pas en détail dessus, mais dans le fond, à la fin, j'enverrai le PowerPoint, puis ceux qui veulent aller cliquer sur les liens, c'est toutes sortes de ressources là, pour vous aider à apprendre. Fait que j'aurais terminé le petit volet magistral, puis ensuite on passerait à la présentation comme telle sur Imager. À ce point-ci, y en a-tu qui ont des questions? J'ai pas de feedback, là, puis je vous vois pas. Il n'y a rien dans le chat. C'est pas Parfait. en ligne. Ça a l'air bien. OK. Bon, ben pour la partie qui va continuer, je m'attends à ce que peut-être là, vous ayez plus envie de m'arrêter, puis c'est bien correct. Ça se peut que j'aille trop vite, fait que n'hésitez pas à me dire t'as peu, ça va vite, fais juste me remontrer telle affaire. Il nous reste à peu près une demi-heure, je vais essayer d'en passer le plus possible. C'est sûr qu'il y a beaucoup de stock dans Imager, encore plus dans Fiji, là, c'est assez lourd. Fait que on y va. Euh, une façon qui est nice de travailler sur Imager, c'est, première chose, c'est d'ouvrir le recorder. Vous y avez accès au recorder par plusieurs façons. Première façon, c'est ici, macro record. Je vais le laisser ouvert pendant que je fais les différentes choses. Puis vous allez voir, à mesure qu'on fait des choses, tout va s'enregistrer ici. Fait que chaque chose que vous faites dans Imager a un équivalent en code. OK? Fait qu'il y a une ligne de code qui va apparaître pour chaque chose. Puis à la fin, ben, si vous voulez le répéter, vous avez juste à exécuter le code. Fait que c'est vraiment pratique. Il y a différentes façons de l'enregistrer. On peut l'enregistrer en langage macro, qui est le langage, je dirais, le plus simple. Mais ça peut être en Python, en Java, en JavaScript, selon ce que vous êtes le plus à l'aise. Puis Imager va interpréter tous ces langages de programmation-là. Fait que je vais ouvrir des images pour qu'on commence à avoir de quoi sous la main. Euh,
Bon, j'y vais avec des ovocytes. On dirait que mon ordi est vraiment plus lent vu que je suis sur Zoom en même temps. Fait que je passe les menus en rafale, puis je vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est, les différentes choses qui sont le plus utiles, mettons, parce que les menus sont remplis de commandes, dont peut-être vous vous servirez jamais. Fait que juste de passer ce qui est le plus utile. Première chose, quand on ouvre une image, on regarde cette petite ligne-là ici, combien qu'on a de bits. OK? Ici, j'ai 16 bits. Je pourrais en avoir 8, je pourrais en avoir 32. 8 bits, on s'est dit, c'est de 0 à 255. 16 bits, c'est de 0 à 65 535. Puis 32 bits, c'est un cas à part. C'est pas 2 à la 32. C'est typiquement un nombre arbitraire qui peut être soit de 0 à 1 ou de -1 à 1 avec une décimale, mais qui a une précision avec le même nombre de chiffres que si on faisait 2 à la 32. Euh, Fait que pour aller changer le nombre de bits, on va ici dans Images, Type. Ben, c'est bon d'avoir ça sous la main, puis d'être capable, par exemple, si on veut comparer deux images, de mettre le même nombre de bits, si on veut mesurer des intensités, par exemple. Euh, Quelque chose qu'on pourrait faire de vraiment classique, c'est d'aller ajuster, par exemple, le contraste ou le threshold sur notre image. Dans ce cas-ci, c'est un hyperstack que j'ai d'ouvert. Donc, c'est un stack avec plusieurs dimensions. Celle-là est assez simple. J'ai juste deux dimensions. Fait que j'ai les deux dimensions de mon image, mais deux dimensions supplémentaires qui sont Z, c'est-à-dire mes différents plans focaux. Puis j'ai différents canaux. Là, en ce moment, je suis dans une représentation composite. Si je m'en vais dans Image Color Channel Tool, et que je laisse ça ouvert ici, vous voyez, je suis écrit en composite. Alors, je peux allumer ou éteindre les canaux à la demande comme ça, mais ce n'est pas ça qui va dire sur quel canal je travaille. C'est cette barre-là ici où on voit le C. En ce moment, je travaille sur mon canal rouge. Mettons que je veux ajuster seulement mon canal rouge. Je vais aller ici dans Adjust, Brightness et Contrast. Et puis, je vais aller ajuster, par exemple, je veux rendre mes rouges plus intenses. Je vais aller les rendre plus intenses comme ça en baissant mon maximum pour que mon histogramme mon contraste soit utilisé de là à là. OK? Ou je peux le remettre comme il était au besoin. OK. Ça, c'est pour les ajustements d'histogramme. Je vous conseille typiquement d'utiliser les min et les max, surtout pour la fluo. Brightness Contrast, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça va bouger à la fois le min et le max vers le haut ou le bas. C'est moins utilisé, puis contraste, ça va compresser votre contraste. Fait qu'on peut arriver au même résultat, mais disons que c'est un peu moins pratique, de cette façon-là. Quand vous ouvrez une image de ce type-là, là, typiquement, Imager va faire un ajustement automatique à l'ouverture de l'image. Si je fais par exemple Reset, vous voyez que quand je l'ai ouverte, elle était plus brillante que ça parce que Imager savait que j'utilisais juste la partie de gauche de mon histogramme, qui est allé remettre le contraste autour de ça de façon automatique quand je l'ai ouvert. Disons le threshold, je voudrais savoir, je dois être capable d'encercler, mettons, mes noyaux, puis d'enregistrer la valeur de mes noyaux. Je vais me placer sur mon canal bleu, ou même, tiens, je vais les séparer, ça va vous montrer comment le faire. On va aller dans Split Channel. Maintenant, je me ramasse avec deux images séparées. Et puis, je vais aller ajuster mon threshold sur cette image-là. OK? De façon automatique, il va essayer de trouver où le contraste est le plus fort, puis il va placer le threshold comme ça. Chose intéressante avec cette fenêtre-là, vous n'êtes pas obligé de faire Apply. Quand vous faites Apply, ce que vous faites, en fait, c'est que vous allez convertir l'image en un masque qui est complètement noir, complètement blanc, qui peut être utilisé après dans d'autres plugins, par exemple pour limiter certaines analyses à la zone qui est blanche. Mais si vous la laissez comme ça, vous pouvez aller faire des mesures, par exemple d'intensité.
Je vais vous le montrer comment ici. Euh, en faisant Limit to Threshold ici. Puis vous n'avez pas besoin de l'appliquer. Fait que le threshold qui va être à l'écran, c'est-à-dire ce qui est sélectionné en rouge, sera utilisé pour mesurer. OK? On y reviendra tantôt. Je vous montre d'autres choses qui sont utiles dans le même menu, là. On les passe en rafale. Ici, j'ai Show Info. On peut aller chercher toutes sortes d'infos, des fois qui viennent du microscope. Si on le fait, par exemple, sur un CZI, je vais aller ouvrir une image qui est pas en TIFF. Disons celle-ci. Je pense qu'elle a servi à créer cette image-là. Est-ce que ça s'ouvre? Quand vous l'ouvrez par défaut et que vous êtes dans Fiji, pas Imagé, vous allez avoir le plugin Bioformat qui s'ouvre. Bioformat ouvre les images de à peu près tous les microscopes existants, incluant les microscopes électroniques. Puis là, ben, vous avez un paquet d'options sur comment ouvrir votre image. Euh, Fait que ça, c'est un hyperstack qui a plusieurs canaux. Vous voyez ici. Et c'est un CZI comme ça. Fait que si je retourne dans Image Info, là, je vais avoir beaucoup plus d'infos que tantôt parce que c'est pas un TIFF. Fait que j'ai par exemple toutes les infos de comment le microscope a enregistré son image, quelle est la taille, par exemple, des apertures, quelle est la vitesse de scan, le nom des fluorophores, etc. Fait que si vous avez ce type d'image-là, puis que vous n'avez pas Zen ou que vous n'avez pas le logiciel de Leica chez vous, mais que vous voulez retrouver, par exemple, certaines infos sur quelle ouverture était utilisée, quel pénol, quelle longueur d'onde j'ai utilisé sur mes lasers, ben, toutes les infos sont dans Show Info. En nanomètres ou autre chose, combien de canaux, etc. Puis on peut les changer ici. Un autre menu qui est utile, c'est le menu Color. Ici, je vous l'ai montré tantôt, façon de séparer les couleurs, Split Channel. On peut aussi, si par exemple on a enregistré nos images séparément et puis qu'on veut les remettre ensemble, on peut aller dans Color et faire Merge. Et puis là, on choisit les différentes couleurs. Moi, je sais que ma C3, c'est pas c'est pas du bleu. On voit que la C1 est en bleu. Ma C2, ça doit être en rouge, puis en vert, j'en ai pas. Ma C2 est en rouge, puis dans le fond, la C3 est en grise en ce moment. Donc, comme ça ici, je vais retrouver mon image composite comme je l'ai ouvert. Si par exemple, je vous ai donné à sauvegarder vos images de façon séparée sur votre microscope pour X raisons, parce que c'est un plus vieux microscope peut-être, puis qui ne gère pas les multicanals, eh bien, vous pouvez les fusionner de cette façon-là. Fait que ça va. Sinon, ben, Channel Tool, j'en ai déjà parlé. Vous pouvez changer les modes de visualisation. Fait que le mode composite, on peut allumer puis fermer des channels séparément. On peut aussi se mettre en mode couleur puis regarder un canal à la fois ou en mode grayscale, comme ça ici, puis on regarde un canal à la fois encore, mais en ton gris. Puis là, il y a un paquet d'autres opérations qu'on peut faire là, qui sont des raccourcis vers le menu de couleur encore. Fait que ça fait le tour de ça. Est-ce que je vais trop vite? Y en a-tu qui ont des questions? C'est encore beau pour l'instant? Je vais prendre votre silence pour un oui. Oui, ça semble bien. Parfait. Parce que je ne vois pas le chat, fait que William, je me fie sur toi pour m'arrêter s'il y a quelque chose dans le chat ou Ouais, ailleurs. ouais, super. Donc, dans le menu stack, quelque chose qui peut être utile, par exemple, ça serait
de pouvoir faire un montage, de séparer votre image. Fait que disons qu'on va le faire avec celle-là qui est juste en rouge. Dans le menu stack, ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut séparer toutes nos images toute notre stack en images séparées pour aller les traiter séparément. Fait que là, vous allez voir ici, j'en avais pas mal. Je pense qu'il y avait 21 images. Et là, on ne les voit pas, elles sont toutes empilées une par-dessus l'autre. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là quand j'ai trop d'images ouvertes? Je vais ici dans Window, puis là, je peux faire soit Tile, ça va remplir mon écran, ou Cascade pour faire une espèce de cascade, si on veut, comme ça. Et puis là, bon, ben, toutes ces images-là, finalement, j'ai le goût de les remettre dans un stack. Je m'en viens ici et là, je vais faire le contraire, image to stack. Euh, je veux juste être sûr que je n'ai pas d'autres images qui n'ont pas rapport, qui seraient ouvertes. Non, je pense que c'est correct. On s'en va ici, puis on fait image to stack, comme ça. Euh, et puis là, mes images sont revenues dans mon stack. Ben, comme ça a plein d'utilités là, de pouvoir les séparer puis de travailler séparément. D'ailleurs, il y a certains plugins qui n'ont pas été écrits pour des stacks, qui ont été écrits pour des images seules. Vous pouvez les séparer, puis après ça, les recombiner de façon programmatique en utilisant le recorder, puis après ça, en faisant juste exécuter votre recorder pour vous éviter de répéter une même opération 25 fois, par exemple. Je vous montre quelque chose d'autre, Reslice. C'est très pratique dans Image Stack. Reslice qui est où? Qui est dans tout? Ah, ici. Mettons que vous cherchez quelque chose puis vous vous rappelez plus c'est où. On utilise la barre ici. Reslice. Il y a un point là où ce que vous allez travailler juste avec la barre puis plus les menus. Puis juste à faire Enter puis ça s'exécute automatiquement. OK? Euh, je vais vous montrer un peu si je les exécute à partir du menu. Stack, normalement, ouais, c'est ça, j'ai des options de plus ici comme ça. Par défaut, ce que le shell va tenter de faire, c'est de faire une coupe au milieu de l'image, puis de faire une rotation, fait que d'afficher l'image en Z au lieu dans XY. Euh, Fait que là, c'est ce qu'on voit ici. Fait que j'ai une coupe de mon image. Là, je peux me déplacer latéralement dans mon image. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce qu'il y en a qui trouvent que l'image est moche sur ce sens-là? Est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi qu'elle est moche? Je vais me fier que vous ne savez pas pourquoi qu'elle est moche. Euh, Ça sonne comme une question piège. c'est une question piège, hein? Oui, ben c'est pas nécessairement une question piège, mais c'est qu'un corps focal, par exemple, c'est bon pour imager en X, Y. En Z, c'est beaucoup moins bon, OK? Parce que la façon de séparer deux tranches en Z, c'est l'ouverture, le panel. Et plus on le ferme, moins on a de lumière. Fait qu'on a toujours un compromis à faire entre la résolution en Z et puis la quantité de lumière qu'on a. Puis vient un moment où, même si on le ferme plus, on n'aura pas plus de résolution en Z. Ça, c'est dû à la PSF. La PSF, c'est la Point Spread Function. Donc, c'est si on avait, par exemple, un tout petit point à un endroit, ce point-là, en XY, serait comme étalé en forme de petits ronds concentriques. Puis en Z, il serait étalé avec une espèce de forme bizarre que je vais vous montrer à l'instant parce que j'avais préparé la slide. Fait qu'en XY, on voit les petits ronds concentriques qui ont l'air de ça, là. Fait que quand on est au focus, c'est comme ça. Puis on est un petit peu en dehors du focus, ça fait des petits ronds. Tandis qu'en Z, ça devient étalé en forme de croix, si on veut. Euh, Puis plus on a, par exemple, un indice de réfraction qui n'est pas le bon, plus cette croix-là devient grande. Et aussi, plus c'est profond dans notre médium, plus aussi cette croix-là va s'étaler, puis va créer des genres d'artefacts. Fait que vous voyez ici, là, on a notre PSF a l'air de tout ça.
autour de 30 microns. C'est pas beaucoup 30 microns, là. Si vous travaillez avec des ovules de 120, par exemple, là, 30 microns, on est encore dans le premier quart de l'ovule. On n'est même pas à l'équateur, puis notre PSF a l'air de ça. OK? Fait que c'est important, là, le plus possible, d'avoir des objectifs qui ont le bon indice de réfraction. Fait que généralement, on cherche des objectifs qui sont faits pour travailler dans l'eau. Parce que si vous avez, par exemple, des ovules, puis que vous les montez en live dans du PBS ou dans un milieu aqueux, ça va vous prendre un indice autour de 1,3, 1,4. Les objectifs de haute résolution, souvent, sont autour de 1,51. Fait qu'il n'y aura pas le bon mismatch comme ça. Donc, c'est la même chose en termes de profondeur. Là, ces petits points-là deviennent de plus en plus moches. Puis si on fait une tranche, je reviens à ma fonction reslice, puis qu'on regarde notre image de côté, euh, on peut commencer à apercevoir ce genre de petit X-là qui apparaît là. À certains endroits, là, on voit les points qui se font étirer. Fait que ça serait peut-être supposé d'être un petit point individuel, mais il se fait étirer en forme de X sur l'axe des Z. Si vous voulez regarder votre image, je pense que je vais la reloader pour avoir celle avec le bleu, là, parce que j'ai fermé le bleu tantôt. Ouais, si vous voulez voir votre image en coupe orthogonale sans faire le reslice de façon un petit peu plus interactive, je vous montre un autre truc. Dans Image, Stack, Orthogonal View. Là, il va apparaître deux fenêtres sur les côtés, comme ça. Ici, on va y laisser le temps un petit peu. Juste déplacer ça vers le haut pour qu'on les voit bien. Fait que ça, c'est comme des reslices de mon ovule. Fait que là, on voit que j'avais pris peut-être une vingtaine de microns à peu près à l'équateur. Là, je peux me déplacer latéralement, puis mes fenêtres sur le côté vont s'updater en fonction d'où je vais mettre mon X au centre. Ou je peux déplacer, par exemple, ça ici, puis ça va changer sur quel slice je suis, donc sur quel plan focal je me trouve. C'est une bonne façon d'observer notre échantillon. Si on ferme une des deux petites fenêtres, bien là, on revient dans notre mode standard. Fait que c'est quand même assez pratique, cette fonction-là ici. Oh boy, j'approche. Est-ce qu'il y en a qui ont des contraintes à 1 heure? Puis qui aimeraient voir, je suis juste à la moitié à peu près. Moi, je suis all good. Oui, Moi, je j'ai suis pas pas. de commentaires. Fait que, tu sais, on peut continuer pour pire les personnes qui auront des contraintes OK. pourront quitter là, durant la présentation si Moi, je suis jamais. bon jusqu'à 1h30. S'il y en a qui veulent, ben, je peux me rendre un petit peu plus loin dans les fonctions plus avancées, là, si vous voulez. Ben oui, on peut Euh, continuer avec ça. Bonne idée. Parfait. Fait que je vous montre des petites fonctions dans Stack encore. Par exemple, si on veut faire un projet en Z, un projet en Z, ça serait par exemple de vouloir empiler toutes nos. Tiens, je vais ouvrir, je m'étais laissé une note, je vais ouvrir un autre type d'image. Ça, vous pouvez le faire comme essai. Là. Fiji vient avec toutes ces images-là excusez, déjà préparé pour vous. Fait que ça, c'est une image en 5D, c'est-à-dire on a plusieurs canaux, on a X, Y, Z et on a aussi le temps. Fait que déjà, c'est un petit peu difficile à analyser toutes ces images-là. Fait qu'on va vouloir, par exemple, comprimer peut-être. Fait que ça, c'est une mitose qui se fait là. On aimerait ça l'observer, mais juste dans le temps. Je n'ai pas envie d'avoir à me balader entre toutes les Z comme ça. Fait que qu'est-ce que je vais vouloir faire, c'est aplatir mes Z puis juste garder le meilleur pixel sur chaque. On va aller dans Z Project comme ça, puis on va garder dans mes 5 slices, on va garder la meilleure slice à chaque fois. Fait qu'on va garder la max intensity comme ça. OK? Et puis là, je vais avoir une vidéo, puis là, je vais être capable de l'observer sans avoir à me balader entre les Z. Si je veux l'observer plus rapidement, par exemple, clic droit. Ici, je peux changer ça, disons, pour 25 frames secondes. Je peux mettre ça comme ça ici. Fait que là, on va le voir un peu plus rapidement, notre animation. OK.
Fait que c'est quelque chose qui est pratique pour le Z-Project. Ça sert à toutes sortes de choses. Par exemple, disons que vous faites des TZP sur des ovules, vous voulez pouvoir aplatir les TZP pour les compter puis les avoir sur un même plan. On va faire un Z-Project comme ça. Dans certains cas, au lieu de faire un Z-Project, on va vouloir faire peut-être un mean au lieu d'utiliser le maximum dans le Z-Project. Je vais vous donner un autre exemple. Bon, ça, c'est pas quelque chose que vous risquez d'utiliser, mais ça démontre pareil l'utilisation. Euh, c'est une coupe d'imagerie IRM, là. OK? Fait que c'est un crâne humain complet. Euh, Puis là, nous, par exemple, on aimerait ça, mettons, le voir en 3D puis le faire tourner. Fait que je peux retourner dans Stack. J'ai aussi ce petit menu-là, STK, qui est sur la barre d'outils. Peut y avoir accès comme ça ici. Puis là, vous pouvez faire 3D Project à la place. Et puis, au lieu de faire le point le plus brillant, qui était l'équivalent de mon max tantôt, on va faire la mean value comme ça. OK? Puis là, on va calculer ça comme ça. Puis là, vous allez voir, comme ça, je peux voir mon cerveau tourner avec le visage un peu de la personne sur les différents axes. OK? Il existe des vrais 3D viewers. Entre autres, un qui est très bon ici, le 3D Viewer dans le plugin. Là, vous pouvez aller jouer là-dedans un peu plus tard. Sinon, quelque chose qu'on peut vouloir faire de standard, c'est par exemple de jouer sur les échelles de l'image. Euh, je vais ouvrir ici une image qui n'est pas à l'échelle. OK? Euh, donc, ah non, c'est pas vrai. Ça, c'est seulement pour. Scale ici, c'est pour changer, dans le fond, le nombre de pixels de l'image. Donc, si je voudrais avoir plus de pixels ou moins de pixels, je peux les changer ici. Puis, dans le fond, le logiciel va juste faire une interpolation, là. OK. Bon, transform. Je vois ici, par exemple, on peut faire des rotations si vous voulez replacer votre image, des rotations arbitraires ou finalement un nombre de degrés fixe, différentes choses comme ça. Overlay, ça, c'est une façon. Je vais choisir des flèches, puis je vais aller, euh, je vais aller mettre une grosse flèche ici. Bon, là, elle est verte, ça fait un peu drôle. On pourrait décider de la changer de couleur. On peut la remettre blanche comme ça avec le color picker. Ok, cette flèche-là, j'aimerais pas ça qu'elle modifie les pixels en arrière de mon image. Fait que je vais les mettre en tant qu'overlay. OK? Fait que pour ajouter un overlay, on peut faire CTRL-B comme ça. OK? Puis ma flèche, là, elle va être en tant qu'overlay hein, sur mon image. Je peux saver mon TIFF, puis là, par exemple, le montrer à un reviewer ou à mon chercheur, dire, bon, ben, regarde ici, j'ai quelque chose d'intéressant, on peut ajouter du texte, on peut faire toutes sortes de choses. Si je veux retourner sur mon image de base, je vais juste faire Hide Overlay, comme ça ici. Si je veux manipuler les overlays de façon individuelle, on peut les ajouter dans un outil qu'on appelle le ROI Manager, qui sert normalement à manipuler des régions d'intérêt. Mais bon, ici, je peux avoir la liste de tous mes overlays. Fait que là, comme ça, ben, je peux aller changer ma flèche par après ou l'effacer dans ça ici, puis aller la recacher. Euh, Fait que, bon, je vais aller rapidement parce qu'on pourrait s'éterniser sur les overlays parce que ça devient complexe, mais sachez qu'il y a des façons d'annoter vos images de façon non destructive et c'est tout. Euh, pour ce qui est de process, je vous montre ce qui est le plus utile le plus souvent. Des fonctions, par exemple, comme dans Filter, on pourrait ajouter un filtre gaussien pour enlever le bruit. Par exemple, ou dans Noise, Despeckle, qui enlève aussi le bruit. Si je le fais, vous voyez que on a un petit peu moins de bruit qu'on avait sur notre image.
OK, je le refais pour que vous puissiez voir avec le zoom, là. Tandis qu'un filtre, plutôt comme un filtre gaussien, là, on a un petit peu plus de contrôle. Par exemple, on peut choisir le radius de notre filtre, qu'est-ce qu'on veut fusionner. Ça va servir des fois, par exemple, si vous voulez compter des noyaux, vous appliquez un gros filtre dessus pour éviter que les petits points, par exemple, les nucléoles ou ces choses-là, soient comptés comme des noyaux individuels. Vous voulez avoir tout le noyau, vous ajoutez un filtre qui rend votre image un peu floue. Après ça, on les compte, c'est plus facile comme ça. Fait que ça, c'était pour Rapidement, les... exemple, Oui, dans ton même menu, tu avais Sharp puis Smooth. oui. Oui, Puis, Smooth vraiment, moi, va faire une job assez similaire. C'est comme un filtre gaussien de base. Speckle, lui, il est comme plus, il va voir si, par exemple, il y a des outliers, comme des points qui sont vraiment plus brillants que d'autres, puis les enlever. Smooth, il fait un job plus égal, un peu comme le filtre gaussien. C'est vraiment comme un filtre gaussien, mais de base. Puis Sharpen va essayer de faire l'inverse de ce filtre-là. Par exemple, vous allez voir qu'il y a comme des petits artefacts qui sont créés. Euh, c'est que si vous avez des objets qui sont déjà sharp et que vous faites sharpen, ça va créer autour de votre objet des artefacts à l'interface. C'est rarement utile, je vous dirais, d'utiliser sharpen dans vos projets, mais bon, ça peut quand même être utile à l'occasion. puis Euh, je- Oui, rapidement aussi, une autre chose que j'ai remarqué qui aidait, que je faisais souvent, surtout en fluorescence, c'est quand, peut-être tu l'expliques, Matt. C'est justement Matt soustrait. ouais, pour enlever le background, par exemple. C'est ça. Mais est-ce qu'on Oui, peut utiliser une courbe gaussienne de même pour pouvoir enlever le background ou on est. oui, vous pourriez faire ça. Par contre, plus simple que ça, il y a Subtract Background qui est déjà codé pour faire exactement ça. Fait que lui, qu'est-ce qu'il fait, Subtract Background? Tu le dis si tu es en champ clair ou en fluo, comme ça. Puis il va faire des petits carrés de la taille que tu vas lui dire ici. Et puis il va regarder dans le fond s'il y a du background à ces endroits-là, puis il va essayer de l'enlever. Fait que là, tu sais, là, il essaie d'enlever tout le background. C'est sûr, sur une image comme ça, c'est moins intéressant. Mais sur une image en fluo, là, on voit que le background va tout se faire enlever. Sinon, ben, vous pouvez le faire aussi manuellement. Tu sais. On peut, par exemple, aller essayer de quantifier quelle est la valeur du background ici en faisant une mesure d'intensité, par exemple, avec le mean value comme ça. Puis là, on peut aller enlever manuellement ce chiffre-là avec des opérations comme de mathématiques, là. Fait qu'on peut aller subtract une quantité fixe ou on peut faire dans Image Calculator puis enlever une autre image qui serait l'équivalent de notre background. Ça répond à ta question, David? Oui, oui, c'est super parce que justement, un des gros, ça répond à la question, mais ça m'en amène à un autre. Parce que si tu fais automatique, comme tu viens de montrer, Subtract Background, tu Mhm. fais deux images que tu veux comparer, traitement versus non-traitement, pris la même journée sur le même microscope. Mais Ouais, c'est pas recommandé. c'est ça. T'es mieux de le garder ton background normalement. Là, surtout en fluo, d'habitude, les backgrounds vont être assez faibles. C'est bon de le garder, le background, puis d'être capable de le quantifier. Par exemple, si on veut dire Ah j'ai oui. mon fond, il vaut 200, puis mon point le plus brillant, il vaut 2000. C'est le fun d'avoir les deux chiffres. Si on subtract, puis le fond est à zéro, c'est-à-dire qu'on a perdu l'information sur le fond parce qu'il ne vaut pas réellement zéro, on sait juste qu'il est inférieur à zéro. OK. Pour avoir ces informations-là, je vais rouvrir une image de fluo, puis je vais vous montrer une fonction qui s'appelle le ILO, qui est assez pratique. Dans les lookup tables, ici, on va choisir ILO qui va highlighter dans le fond les pixels qui sont trop brillants puis ceux qui sont pas assez brillants. OK? Fait que là, je suis sur seulement mon premier channel. Euh, je vais aller enlever le mode en composite pour aller voir seulement un channel à la fois. OK? Fait que là, comme ça, j'ai juste un channel.
Puis là, je suis sur le mode high-low. Fait que là, je vois ici, ça c'est mon channel qui était rouge. Je vois que les pixels qui sont en bleu ont une valeur de 0 selon mon ajustement d'histogramme ici. Si je fais reset, je vois qu'il n'y a aucun pixel de saturé. Donc, j'ai toutes les valeurs ici. Fait que mon background va autour de 3000, alors que mes points les plus brillants, comme ceux-là ici, vont autour de 53 000. OK? Fait que là, tu sais, je n'ai pas perdu d'informations sur mon background comme ça. Puis là, je peux aller juste rajouter mon contraste. C'est correct d'avoir du bleu ici parce que je sais que c'est juste comment que c'est affiché à l'écran, mais ça ne va pas changer la valeur de la donnée brute. Comme si je me promène la souris dans les pixels bleus, on peut voir à l'écran ici, là, value qui est autour de 3000. OK? Euh, Puis si par exemple, j'avais vraiment une image qui était. Oh, là, lui m'a inversé ça, je ne sais pas pourquoi. Reset. Ici. Si j'avais une image qui était vraiment saturée, puis par exemple, avant de baisser mon maximum, quand j'étais sur Reset ici, que j'avais des points rouges comme ça, mais là, on verrait que ces points-là auraient une valeur de 65 535. Ça, c'est des pixels qui sont saturés, puis que techniquement, je ne peux pas utiliser pour mesurer l'intensité lumineuse, parce qu'on sait juste qu'ils dépassent le maximum de mon sensor, donc j'ai plus l'information sur ces pixels-là. Ça répond-tu aux questions, David? Oui, oui, c'est parfait, merci. OK, parfait. Euh, je vous montre une autre petite chose. Je vais revenir sur le lookup table normal. Fait que celui-là, on va le remettre en rouge. Ici, on va revenir en mode composite comme ça. Là, c'est ça, c'est une image qui est déjà quand même bien contrastée. Mais disons que je fais un reset ici. On voit peut-être qu'elle n'est pas aussi bien contrastée qu'elle pourrait l'être. J'aimerais ça, par exemple, rehausser les valeurs à l'intérieur du cytoplasme, mais sans rendre toutes mes TZP trop brillantes. Mettons que j'avance ici, puis là, je rends mes TZP brillantes. Ça, c'est juste correct. Mais là, je veux voir bien mon cytoplasme. Là, mes TZP sont trop brillantes. C'est pas intéressant. J'aimerais ça pouvoir être capable d'ajuster ça de façon locale. Fait que par exemple, de modifier juste mon centre sans modifier le taux. Il y a une fonction qui s'appelle le CLA-HE. OK? C'est dans le fond une augmentation de contraste locale limitée par le contraste. OK? Fait que c'est Contrast Limited Enhanced Local Contrast. OK? Fait que ça va, dans le fond, changer l'histogramme, mais avec une certaine limite. Fait que, tu sais, je vais l'appliquer comme ça. Vous allez voir que les TZP, oui, sont plus brillantes, mais ne sont pas saturées comme tantôt. Puis là, j'ai l'information sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon cytoplasme ici sans avoir complètement saturé ça. C'est quand même très utile. Sinon, une autre méthode qu'on peut faire, là, je ne peux pas faire undo avec cette fonction-là. Là. Une autre méthode que je peux faire, c'est d'ajouter un gamma. Le gamma, vous l'avez sûrement sur vos microscopes, là, sur Zen ou sur Leica. Dans Process, Maths, puis Gamma ici, je peux par exemple, là ici, je dois séparer mes images pour que ça fonctionne. Fait que je vais les séparer comme ça. Puis là, je voudrais par exemple rendre certains pixels plus brillants, mais sans saturer, mettons ceux qui sont déjà brillants comme ceux-là ici. Dans Maths Gamma, comme ça. Là, je vais faire Preview. Vous voyez, j'ai augmenté tous mes pixels, mais sans saturer ceux-là ici. Contrairement à cette méthode-là, avec le Brightness et Contrast, que là, j'aurais complètement saturé ces pixels-là ici. Quelque chose d'important à savoir dans ImageJ, ce qui est dans Maths ici, mais en fait, tout ce qui est dans Process, c'est des modifications de vos pixels de façon destructive. Fait que ça, vous devez faire ça en toute connaissance de cause, puis vous gardez une copie de votre image. Et puis aussi de savoir que c'est des modifications non linéaires. Donc, on ne peut pas dire, par exemple, j'ai fait ces modifications-là, je ne peux plus aller mesurer mes intensités après. Si, par exemple, j'aimerais ça, juste les modifier, juste pour bien les voir, mais pas changer physiquement les intensités. Moi, j'ai développé un petit plugin qui s'appelle Gamma Tool,
que je vous enverrai les liens pour y avoir accès. En fait, tous les plugins qui sont développés à l'Ibis, je les ai comme mis dans un petit menu comme ça. Puis si vous voulez avoir ces plugins-là, c'est très facile à rajouter. Il faut juste rajouter une ligne dans le help. Pour avoir le Gamma Tool comme ça, ben là, on peut ajouter un gamma sur notre image, mais qui ne change pas les pixels. En fait, ce gamma-là va juste changer le lookup table. Fait qu'il modifie le lookup table, mais sans modifier les pixels. Fait que c'est quand même intéressant d'avoir ça. Bon, j'essaie de rapidement vous montrer d'autres choses. Des fonctions comme find maxima. Mettons, je voudrais compter combien j'ai de blobs ici. C'est quand même assez pratique dans process find maxima. On va mettre une valeur d'autour de, je ne sais pas moi, de peut-être 30 000, quelque chose comme ça, parce que c'est sur 65 000 le total. Fait qu'on veut être, mettons, dire qu'on dépasse à peu près la moitié comme étant un point intéressant. Puis on voit que il a trouvé à peu près le centre de tous les points. On est capable de compter rapidement des cellules comme ça. On peut lui demander, par exemple, d'aller tracer des lignes entre pour les segmenter un peu plus rapidement, si on veut faire de la segmentation. Ouais, cette scale, bon, je vous montre, je reviens à mes photos d'amibes que j'avais tantôt pour vous montrer comment, par exemple, mettre à l'échelle une image qui n'aurait pas d'échelle. Fait qu'ici, là, on n'a pas de micron, c'est juste en pixels. J'aimerais ça mettre ça à l'échelle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma fonction ligne, je vais la tracer par-dessus une scale bar. Tu sais, par exemple, j'ai un vieux microscope qui m'a donné des images avec une scale bar, mais qui n'est pas calibrée. Ou par exemple, si j'ai une autre photo d'une scale bar que j'ai pris manuellement, par exemple, avec des lames micrométriques là, qui ont des barres d'échelle dessus, je vais mesurer ma barre comme ça. Puis dans cette scale ici, je vais lui dire ma distance en pixels est donnée par ma ligne jaune que je viens de tracer. Je vais dire ça, je sais que c'est 1 micron. Fait que là, je vais écrire un micron comme ça. Là, maintenant, ici, j'ai des microns. Fait que là, je sais que ça, c'est calibré. Fait que là, si je veux mesurer, par exemple, comme ça ici. Euh, Fait que voilà pour le set scale. Euh, J'ai une question, oui, désolée. À propos de comment compter, par exemple, les noyaux et tout, quelle est la oui. différence entre les méthodes que vous avez montrées et le Analyze Particle? Ah, Analyze Particle, dans le fond, lui, il ne cherche pas des maxima. Fait qu'il va chercher par exemple, un blob là, d'une grosseur fixe. Puis il va essayer de les segmenter. OK? Analyze Particle, là, ici, mettons, si je load l'image blob comme ça, je vais essayer d'aller segmenter ces particules-là. Pour les segmenter, je dois faire un threshold d'abord, puis les transformer en masque. Fait que c'est tout noir, tout blanc. Pas de ton de gris entre les deux. Fait que là, on s'en retourne tantôt ce qu'on était avec notre threshold. OK? Puis là, je ne suis pas dark background. Dans ce cas-ci, c'est un light background. Fait que là, je vais aller sélectionner comme ça. Puis là, je me ramasse avec des blobs qui ont l'air de ça ici. Fait qu'ici, c'est complètement zéro. Puis là, quand je passe dessus, ici, c'est complètement blanc, donc 255. OK? Là, si je veux faire Analyze Particles sur ça, là, je vais dire, on va essayer de donner un estimé correct. Mettons que j'avais ces petits points-là qui sont trop petits, je ne veux pas qu'ils les prennent. OK? Fait qu'avant d'y aller, je vais aller dire, ben, regarde, ma plus petite taille que je veux, là, ferait, mettons, ici, là, je ne sais pas moi, 10 par 10. Puis la plus grosse, mettons, la plus grosse, ça serait celle-là, là, ça serait, mettons, 30 par 60. Fait qu'on va dire, mettons, 900. Fait que de 100 à 1000 pour être rough. OK? Fait que ça va être les grosseurs que je veux. Fait que je vais dire en pixels, parce que celle-là n'est pas calibrée en micron. Je vais dire, ben, je veux de 100
jusqu'à 1000. Si c'est plus petit ou plus gros, considère-les pas. OK? Puis peut-être que je veux juste les rondes. Mettons, je veux pas celles qui sont trop allongées comme ça. Fait que là, par exemple, je vais aller dire, je veux celles qui ont une circularité de 0,7 et plus. Ou mettons, je les veux toutes, ben là, on est de 0 à ça. Est-ce que je veux celles qui sont sur le bord? Peut-être pas, parce que là, ils vont me donner des mesures un peu faussées, tu sais, vu qu'ils sont comme coupés. Fait que dans bien des cas, là, je vais pouvoir faire exclude on edge comme ça ici. Puis là, ben, je vais l'analyser. Je vais faire add to a manager pour les faire rajouter ici comme ça. OK? Fait que là, on voit que ceux qui sont sur le bord n'ont pas été mis. Ceux qui sont au centre sont là. Pour que le Analyze Particle marche bien, il faut que mon image soit très propre d'habitude. Fait que sur du DAPI, souvent, je vais avoir tu sais, des petites nucléoles qui flashent plus. Des fois, je vais avoir des noyaux qui sont condensés, d'autres qui sont diffus parce qu'ils ne sont pas tous en même temps. Fait que des fois, sur du DAPI, c'est pas si bon que ça. Fait qu'un truc avant, c'est de faire un gros fil gaussien pour rendre votre image floue. Puis après ça, vous pouvez faire l'analyze particle. Puis là, on va s'en sortir pas si pire, typiquement. Puis là, ben, je peux aller ici, par exemple, puis voir toutes mes particules. Si je veux faire des mesures dessus, je peux les sélectionner puis aller faire mesure comme ça. Puis là, ben, ça va sortir les mesures que j'ai sélectionnées d'abord. Si je veux changer le type de mesure, je m'en vais dans Set Measurement. Puis là, je peux choisir toutes sortes de mesures. Là. Moi, j'avais mis Shape Descriptor pour dire, ben, sont-ils circulaires ou pas circulaires. Le ferret, ça, c'est le diamètre, soit le plus petit ou le plus gros diamètre. Fait que ça me donne le minimum qui est ici, puis le maximum qui est le ferret normal qui est ici. Est-ce que ça répond à la question pour le Analyze Particle? Oui, oui, bien sûr, merci. OK. Fait qu'Analyze Particle va marcher moins bien que Find Maxima parce qu'il est moins robuste. Par contre, il vous donne plus d'informations parce qu'il encercle la particule au lieu de juste trouver le centre. Fait qu'une fois que ça a encerclé la particule, là, vous êtes capable par exemple, aller mesurer la fluorescence à l'intérieur de cette particule-là, toutes sortes d'autres informations. Fait que, en gros, c'est ça. Bon, je vais rapidement avec les fonctions qui sont vraiment les choses très avancées. Fait qu'il me reste une douzaine de minutes après ça, je dois vraiment partir. Euh, donc, j'y vais avec la suite. Le set-scale est fait. Euh, L'autocorrélation, je vais vous montrer une image qu'on a développée ici. Bon, c'est un chercheur qui a pris des photos de collagène en microscopie électronique. Puis ça, ben, on peut voir là, qu'à quelques nanomètres, on a comme une espèce de pattern, comme s'il y avait quelque chose qui se répète. Mettons que moi, je veux voir ce pattern-là. J'aimerais ça avoir une information dessus. Je vais tracer une ligne au travers, puis je vais faire plot profile, OK, qui est ici. Je peux utiliser le raccourci là, qui est K. Fait que là, je fais apparaître mon plot profile. Et c'est pas beau, hein? C'est pas vraiment intéressant. Je vais essayer, par exemple, de grossir ma ligne. Fait que je vais mettre lui en live pour qu'on le voit apparaître à mesure. Je vais essayer de grossir ma ligne. Fait que je double-clique ici. Là, je grossis ma ligne un petit peu. Là, ça va être un petit peu plus beau. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui se répète, mais c'est encore pas très bon. Là, nous, on s'est développé un petit plugin local pour essayer d'analyser ça mieux. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris une image de ces pixels-là qui sont pleins de bruit, hein, tu sais, qui sont pas beaux, sont pleins de bruit pas intéressant. Puis, attends un petit peu, je vais juste le retracer comme ça ici. Voilà. Puis là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris qu'est-ce qui est dans la ligne jaune, puis on le fait glisser sur soi-même. Ça s'appelle une fonction d'autocorrélation. Je vais la charger ici. Quand je fais la fonction d'autocorrélation comme ça m'ouvre un petit chose ici qui s'appelle le action bar, dans lequel on peut programmer toutes sortes de fonctions. Là, je vais l'analyser. Là, vous voyez, là, j'ai un truc qui est.
j'ai un truc qui est beaucoup plus smooth, là. Là, je suis capable de trouver la hauteur de mes différents pics, la distance entre les pics. Puis là, je suis capable de savoir si j'ai 58 nanomètres entre chaque pic, comme ça. OK? Ça nettoie beaucoup le bruit, l'autocorrélation. Si vous avez n'importe quel signal qui se répète, même s'il est enterré dans plein de bruit, il va ressortir avec une fonction d'autocorrélation comme ça. Fait que ça, c'est un petit plugin qu'on a développé, que vous pouvez ajouter aussi si vous ajoutez notre liste de plugins. Et dans la Ah, liste, Alexandre, il est dans la liste OK, ouais, il est ici. D'ailleurs, je vais vous le montrer rapidement comment rajouter les plugins développés. Moi, je les appelle ULaval, là. Vous allez dans Update. Bon, j'espère qu'il ne prendra pas trop de temps. Euh, Puis dans Update, il y a un endroit qui s'appelle Manage Update Site. OK, ici. Et puis là, vous faites ça, là, c'est toutes les universités qui ont codé différents plugins de plus. Fait en plus de la quantité immense de choses que vous avez par défaut, là, vous avez toutes ces affaires-là en plus, qui chacun contient plusieurs plugins. Puis là, tout en bas, nous, dans le fond, il n'est pas dans la liste par défaut, fait que vous devez rajouter cette adresse-là manuellement. Si vous allez sur le site web de la plateforme de microscopie, vous avez les indications sur comment, dans le logiciel ImageJ, vous avez toutes les indications sur comment rajouter ça manuellement à la fin ici. Vous rajoutez l'adresse, puis quand vous allez faire ça, ben, vous allez avoir tout en bas le plugin qui s'appelle ULaval. Puis là, ici, il y a une fonction Install Toolbar. Puis là, ça vous rajoute ce petit bouton-là avec plein de raccourcis là, qui sont pratiques pour analyser toutes sortes de choses. Fait que ça, c'était un que je voulais vous montrer rapidement. Euh, bon, je sors de là. Celui-là, vous voyez, j'ai des microns, mais j'ai pas de scale bar. J'aimerais ça, par exemple, rajouter une scale bar. Je vais me mettre ici, Analyze Tool et Scale Bar. Puis là, je vais dire, ben, rajoute-moi une scale bar de telle grosseur avec un gros font pour qu'on voit quelque chose. Puis une grosse épaisseur comme ça, tu sais. Fait que là, comme ça, je suis capable de la voir. Bon, je peux pas tout montrer parce qu'il faut vraiment que je m'en aille rapidement. Je vous montre peut-être une dernière affaire que j'ai développée avec William il y a un bout de temps qui est quand même assez nice. C'est le oligo bending. C'est juste pour vous montrer un peu la puissance de ce qu'on peut faire. Une fois qu'on maîtrise les macros puis le recorder ici, on peut à peu près tout faire. Euh, Je vais juste effacer quelques petits trucs comme ça. Et voilà. Euh, et puis, je vais ouvrir un exemple de cariotypage. OK? Fait que c'est des images, William pourrait plus le dire que moi, là. Je pense que c'était du porc, ça, qu'on a cariotypé. Ouais. Puis, ils ont développé une méthode pour mettre des fluorophores avec des oligos sur des zones du génome de façon un peu comme aléatoire, si on veut, pour couvrir tout le génome avec différentes couleurs, de façon à créer une espèce de code barre sur chaque chromosome. C'est avec ce code barre-là, on était capable d'identifier s'il y avait des chromosomes de brisés, s'il en manquait, s'il y en a qui étaient, s'il y avait des inversions, des délétions, des choses comme ça. Fait que, par exemple, j'ouvre le plugin rapidement ici, Oligo Bending. Ça l'ouvre encore une barre comme ça. Cette barre-là, d'ailleurs, là, c'est basé sur un autre plugin qui s'appelle le Action Bar. Si vous faites quelque chose qui est très répétitif, là, ben, il y a des très bonnes chances que vous pouvez juste l'écrire dans Action Bar. Je vous montrerai en 1 ou 2 minutes après comment faire. Puis quand vous mettez quelque chose là-dedans, ben là, il suffit, après ça, ça vous rajoute des boutons. Fait que n'importe quoi qui est répétitif, vous pouvez vous faire des raccourcis là, dans ça. Fait que ce qu'on a fait, là, c'est qu'on a analysé toutes ça, c'est des régions d'intérêt linéaires qu'on a faites le long des chromosomes. On les analyse pour voir l'intensité. Puis là, on a sorti le graphique avec plot profile. Puis là, de ce graphique-là, on trouve
où sont les maximums, puis après ça, on essaie de voir s'ils sont dans le bon ordre, puis si ça correspond bien au génome qu'on serait supposé avoir de façon théorique. Fait que là, je suis en train de faire l'analyse. Ça ne sera pas bien long, ça va apparaître. Espérons-le. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a qui apparaît? C'est tous nos chromosomes un après l'autre. Puis quelle lettre il a trouvé. Fait que, ici, par exemple, on a un pic dans le rouge puis dans le jaune en même temps. Fait qu'il considère que ça, c'est un point orange. Ici, on a juste du rouge. Fait que c'est un point rouge, etc. Et puis là, ben, on a, par exemple, la signature qu'on a trouvée puis la séquence la plus proche. Et puis là, le système est en train de voir est-ce que ça correspond bien au chromosome en question? Est-ce qu'il y avait, par exemple, une délétion ou des erreurs à certains endroits? Fait que, ça vous donne une idée. Tout ça dans une seule macro, dans un seul fichier texte. Fait qu'on est capable de faire une interface graphique complète comme ça, avec des raccourcis. Vous voyez, ici, je peux changer le mode où j'affiche certaines choses. Je peux éteindre les overlays qui sont comme ça. Je peux avoir accès à plein de fonctions qu'on a toutes codées manuellement. Fait que je vous montre une dernière fonction très avancée, mais peut-être que ça pourra vous être utile, sait-on jamais. Ici, je l'avais codé. Ici, vous avez des raccourcis pour aller voir vos plugins dans File, Show, Folder, Plugin. Et puis là, j'en ai fait un très rapidement avant la présentation, qui est dans le folder ULaval, que j'ai appelé Test Action Bar. Je le glisse sur ImageJ, puis ça va ouvrir, dans le fond, un éditeur texte dans lequel on peut rouler du code. Fait que n'importe quoi qu'on a fait depuis le début de la séance, là, dans le recorder qui apparaît ici, là, tout ce code-là, si je pèse sur Create, il va se ramasser ici. Puis là, j'ai une macro qui va refaire tout ce qu'on a fait depuis le début de la séance. OK? Fait que là, vous voulez refaire, répéter un code X nombre de fois, vous avez juste à copier une ligne ici. Fait que ça, c'est la action bar que j'ai créée juste pour la démonstration. Puis en gros, ici, ben, j'ai mis presque rien à l'intérieur. Fait que tout ce que ça dit, c'est que la action bar est à cet endroit-là. Puis ensuite de l'exécuter. Puis qu'est-ce qu'il y a dedans? On dit ben, de la stick to ImageJ, ça veut dire de la faire apparaître en bas ici. Sinon, ben, elle flotte hein, comme dans une autre fenêtre à part. Puis là, ben, j'ai mis certains boutons. Mettons Run Brightness Contrast. Quand tantôt je suis allé ici puis j'ai fait Adjust Brightness Contrast, ben, ça faisait apparaître cette fonction-là ici qu'on voit. Puis si je la mets ici, ben, je vais avoir maintenant un bouton qui fait ça. Même chose pour mon ROI Manager qui est cette affaire-là. Je peux le mettre ici. Puis là, ben, j'ai mis une petite fonction test. J'ai créé une fonction que j'ai appelée test. Puis plus bas, dans code librairie, j'ai écrit 1 plus 1 égale 2. OK? Juste pour vous dire qu'on peut faire n'importe quoi dans ça. On peut y faire une fonction très avancée si on veut. Mais c'est juste pour montrer que tout ça peut apparaître avec des boutons. Alors, si je fais Run ici, j'ai mes boutons qui apparaissent. Et puis là, disons pour le fun, je vais fermer certaines fenêtres. OK, comme ça ici. Ben, si je clique sur B et C, j'ai ma fenêtre de contraste qui apparaît. C'est mon raccourci. Ça ici, je mets la fenêtre de ROI qui apparaît. Et puis si je fais mon test, ici, ben, le résultat est 2. Alors voilà, ça c'est Action Bar, qui est un petit plugin très utile. Puis vous pouvez coder vos propres plugins à l'intérieur de ça très rapidement. Donc c'est tout pour moi. Il est déjà 1h30. J'espère que ça vous a donné une idée de ce qu'on peut faire avec ImageJ, puis du potentiel de tout ça. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à m'écrire microscopie@ibis.laval.ca ou Alexandre Bastien @ibis.laval.ca. Yes, Est-ce que vous avez des petites super. questions avant que je quitte? J'en vois pas, moi, dans le chat. Merci beaucoup, Parfait, Alexandre. ça fait Vraiment plaisir. cool comme formation. Puis, comme tu disais, ben, en fond, si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à le contacter, là. Il est super bon.
Mais peut-être vite, Alexandre, c'est plus Oui, logistique, là, parce que je voyais que tu étais vraiment un expert dans l'imagerie. Je sais jamais que j'ai besoin d'aide, puis je suis pas avec l'Université de Laval, moi. Fait oui. que, c'est quelqu'un qui te paye, là. Oui, oui, c'est ça. Dans le fond, nous autres, tu peux aller voir sur le site microscopie.ibis.laval.ca. Puis on a nos tarifs, tu sais, pour toute l'utilisation des microscopes de la plateforme, mais aussi pour du temps d'analyse d'image. Consultation. Fait que, tu sais, on peut te faire, par exemple, si tu as un gros projet compliqué d'analyser des choses, ben, on peut te faire une soumission pour le projet. Puis, OK. il n'y a pas de problème. Tu sais. Fait qu'on a fait beaucoup de projets de ce type-là. Comme je vous ai montré, l'autocorrélation, tu sais, c'est pour un chercheur qui est au CHUL, je pense. Mais tu sais, il y a des chercheurs qui ne sont pas associés à l'Université Laval. Ils peuvent prendre nos services pareils. Puis les tarifs sont un petit peu différents, mais c'est pas tellement plus cher. Dans le fond, nous autres, on charge 15 de plus quand c'est pas Université Laval, mais on charge 100 de plus, comme le double quand c'est des industries. Mais si c'est académique, ben, c'est juste 15 le frais supplémentaire. OK, parfait, parfait. Parce que sinon, c'est ça, je veux pas voler ton temps de quelqu'un d'autre. Non, ben, tu sais, de toute façon, nous autres, si par exemple le projet dépasse un peu nos compétences ou la taille qu'on peut faire, ben là, on va vous dire qu'on ne peut pas le faire, mais c'est bien rare qu'on refuse, là. La plupart du temps, on peut mener à bien pratiquement tous les projets, là. Sûr qu'en analyse d'image, c'est assez time-consuming, mais souvent, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme un ébauche rapide avec un script. Puis à partir du script, ben là, vous autres, vous êtes capable d'aller vraiment plus vite. Puis là, si vous voulez faire du fine-tuning plus tard, ben on refait un deuxième projet dans lequel on fait un petit peu de fine-tuning par après. Là. Tu sais, des fois, pour analyser certaines affaires, des immunofluorescences ou même des immunocytochimie, là, on peut faire ça avec ça quantifier du data, voir qu'est-ce qu'on peut dire, juste d'avoir une idée de est-ce que j'ai le droit d'affirmer, par exemple, telle chose en regardant ces images-là ou pas. Fait que toutes des choses qu'on peut faire. Super, bien, gros merci, Alex. OK, ça fait plaisir. Bye bye. Yes. Bon, Merci Salut. beaucoup à vous. Bonne journée. yes. OK. Beaucoup, Salut. Alexandre. Bye bye.